fois, on traversait tout Paris pour aller voir un film. Et tout d'un coup, on avait la possibilité de la voir à la maison. Je veux dire, la démarche était absolument extraordinaire. Oui, la VHS, ça a été une véritable révolution, un peu chère au départ, mais oh là là, qu'est-ce que ça pouvait faire rêver. Moi, je connais des gens qui, dans les années 60-70, quand ils voyaient un film en salle, ils se disaient que peut-être que de toute leur vie, jamais ils ne le reverraient, le film. Autrefois, quand je voulais voir un film de Cukor, j'attendais 3 ans qu'il repasse à la cinémathèque. Aujourd'hui, je peux le voir quand je veux. Il y a des cinéphiles des années 80 qui ont créé leur bande à travers les vidéoclubs. Moi, ce que j'aimais, c'était ce côté, ça n'en finit pas. Le cinéma, c'est encore plus grand que ce que tu imagines. Il y a encore plus de choses qui ont été faites. Tu n'auras pas assez d'une vie pour voir tout ça. C'était vraiment plus qu'un objet, en fait. C'était plus qu'un objet commercial, je veux dire. C'était un objet sentimental, quoi. Qui nous faisait rêver, qui nous faisait fantasmer. Aucun autre objet ne peut remplacer la VHS. À la fin des années 70, un gadget révolutionnaire fait son apparition dans quelques foyers français privilégiés, le magnétoscope. Ceux qui n'en possèdent pas rêvent d'en avoir un. Parce que grâce au magnétoscope, n'importe qui va pouvoir enregistrer à sa guise les programmes télévisés de son choix et s'offrir ainsi une télévision à la carte. À l'époque, seules 3 chaînes sont disponibles, nous sommes sous Giscard et la télé est très contrôlée. Mais dans un premier temps, le marché est l'objet d'une guerre des formats. Chaque fabricant a son procédé. À la fin des années 70, on a vu arriver la VHS, puis quelques mois après ou quelques années après, le V2000 et le format Betamax. Betamax, c'était Sony, c'était japonais. VHS, c'était JVC, c'était japonais. Et V2000, c'était néerlandais, c'était Philips. Et évidemment, ces 3 formats, ils se sont fait la guerre. V2000 a été rapidement dégagé. Pourquoi la VHS est imposée par rapport au Betamax et au V2000? C'est qu'il proposait plus d'heures d'enregistrement. Il faut compter aussi avec le fait que JVC et son système VHS n'a pas demandé de licence pour son invention, contrairement à Sony pour Betamax. Résultat, tous les fabricants vont délaisser très vite Betamax au seul profit de VHS qui se révèle moins onéreux. Mon premier contact avec la VHS, c'était VHS vierge, c'est-à-dire celle qu'on achetait au début des années 80, d'abord assez cher, ensuite moins cher, pour enregistrer. C'était d'ailleurs une des facultés, un des avantages énormes de la VHS, c'était qu'on pouvait enregistrer des émissions à la télévision, par exemple. Quand j'avais 12-13 ans, je me projetais dans le futur et je me disais « Ah, ce serait bien s'il y avait un jour un appareil pour enregistrer les films à la télévision. » Je disais ça quand j'avais 12 ans, mais sans savoir que ça existerait un jour. C'était un rêve de môme, quoi. Ce rêve est arrivé en 78 à peu près. Mes parents ont acheté un appareil. Alors le premier magnétoscope que j'ai eu, en fait, c'était chez mon compagnon. C'était épatant. Il faut voir qu'à l'époque, ça coûtait vraiment cher. Ça coûtait peut-être à l'époque, ça devait coûter dans les 7000 francs, dans mon souvenir, un magnétoscope, ce qui est l'équivalent d'un peu plus de 1000 €. Donc pour des jeunes comme on était, c'était une sacrée somme. Et comme moi, mes parents n'étaient pas du tout branchés sur la vidéo, il était hors de question qu'on en ait un dans la famille. J'avais lié connaissance de façon épistolaire avec un japonais. Lui, il était fada de cinéma français. Et donc j'enregistrais des choses de la télé et lui m'envoyait des cassettes de cinéma japonais ou d'émissions de TV et aussi pas mal de dessins animés. Ça a commencé très tôt, on a eu un magnétoscope, moi je devais avoir 6 ans ou 7 ans, un magnétoscope à la maison, mon père en avait acheté un. On regardait à l'époque le programme télé, on regardait des films, moi j'avais pas le droit de me coucher très tard, donc les films qui étaient à 20h, 22h, on pouvait les enregistrer assez facilement. Et puis c'était le cinéma, puis c'était évidemment les séries un peu plus tard. Je me rappelle très bien, moi, quand mon père s'est décidé à acheter un magnétoscope, c'était en 1986, c'était avec la Coupe du Monde au Mexique. Alors moi j'étais ravi parce que du coup après je pouvais acheter des VHS vierges et commencer à justement apprendre comment programmer un magnétoscope. Je me souviens juste que on pouvait programmer à l'avance, on baissait 2 boutons, puis dans la nuit il enregistrait ou dans la soirée, puis le lendemain on l'allumait et la cassette avait enregistré le film à l'heure prévue. C'était extraordinaire, quoi. Je pense que le premier film que j'ai enregistré à la télévision, c'était Monde Ouest, qui passait dans une émission qui s'appelait L'avenir du futur. We know you'll enjoy your stay in Westworld, the ultimate resort. Let me do it this time. Where nothing can possibly go wrong. I'm shot. From MGM, starring Yul Brynner. Dans cette émission L'avenir du futur, il coupait les films pour qu'ils fassent pile 1h30 pour qu'il y ait un débat après.
Donc d'un côté, c'était emmerdant parce que c'était pas la version complète, et de l'autre, c'était super parce que je pouvais caser 2 films d'1h30 dans une VHS de 3 heures. J'achetais des cassettes toujours plus longues que ce que je voulais enregistrer pour histoire de pas rater le début ou la fin quand les horaires correspondaient pas forcément à ce qui était annoncé. C'était tout un truc très obsessionnel. C'est-à-dire que la première fois qu'on a un magnétoscope, limite on a envie de tout enregistrer en fait. On enregistre tout ce qui est possible parce que c'est tellement un truc incroyable qui nous semblait incroyable à l'époque. Je crois que j'ai dû les premières cassettes, je les ai enregistrées, surenregistrées. Voilà, j'étais fou quoi. Enfin, dès que je pouvais, j'enregistrais quelque chose quoi, qui avait un rapport plus ou moins lointain avec le cinéma. J'avais quelques films en VHS, mais je les achetais pas parce que ça. Il y avait même pas encore. Je crois que quand mes parents ont eu le magnétoscope, il y avait pas vraiment encore de cassettes préenregistrées. Il y avait pas de vidéoclub quoi. On a des longs métrages de toutes les sortes, des westerns, des policiers, des dessins animés. Alors on a Aladdin et la lampe merveilleuse qui est très très bien. Vous l'avez jamais eu? Bon, je vous le mets. Fin des années 70, un premier vidéoclub ouvre ses portes à Paris, mais il est privé, c'est VIP. Les clients, moyennant un abonnement à l'année, peuvent louer ou acheter des cassettes enregistrées parmi un stock de 800 vidéos. Bientôt, de nombreux vidéoclubs au nom de VIP vont essaimer dans toute la France. Mais pour la plupart des gens, le prix des cassettes reste prohibitif. La première cassette que j'ai tenue en main, je crois que c'était un Belmondo, les cassettes René Château, qui à l'époque valaient pratiquement un mois de salaire. Les cassettes valaient 1000 francs. Il fallait connaître quelqu'un qui avait suffisamment de moyens, soit par ses parents, soit parce qu'il travaillait déjà, pour pouvoir s'offrir un magnétoscope et s'offrir sa fameuse cassette. Donc, comme on n'avait pas les moyens, il y en avait un qui achetait la cassette originale et qui dupliquait sur des... Nous, on était plusieurs, on était à peu près 5 ou 6, on arrivait avec une cassette vierge et on donnait un billet de 100 francs pour avoir la copie. Devant le prix exorbitant des cassettes à l'achat, des vidéoclubs proposant des films à la location s'ouvrent à chaque coin de rue. Ils sont 600 fin 81, 1100 en juillet 82. Et tous les mois, 50 à 60 nouvelles enseignes surgissent de terre. Pour louer une cassette, il faut compter de 20 à 40 francs. L'abonnement au vidéoclub est d'environ 1000 francs et il faut s'acquitter également d'une caution équivalente au prix d'une cassette à l'achat. Les cassettes se louaient très cher à l'époque. C'était vraiment, c'était pas à la portée de tout le monde, mais ça a marché tout de suite. C'est que très vite, on a eu beaucoup de clients. Bizarrement, c'était souvent des metteurs en scène. On avait plein de gens qui venaient nous voir. Vraiment, tous les grands metteurs en scène français venaient. Disons que dans les années 80 à 85, ça a été vraiment le pic. Et il y avait un vidéoclub par quartier, quoi. Ça devenait vraiment très très populaire. Bon, j'ai commencé jeune à aller dans les vidéoclubs vers 11-12 ans. Mais pendant l'adolescence, on va dire 15-16 ans, moi, je me suis fait des potes dans les vidéoclubs. Je suis devenu pote avec des clients plus âgés aussi. On s'échangeait des infos, des revues, des cassettes même. La première fois que je suis rentré dans un vidéoclub, celui qui avait ouvert pas loin de chez moi, c'était vraiment pour jouir de toutes les promesses, parce que on pouvait passer effectivement des heures à contempler chaque jaquette, à regarder les résumés. Moi, ça me faisait tout simplement rêver. Il fallait que la jaquette donne envie, en jette, que le titre soit évocateur. Quand les gamins tombaient sur une cassette qui s'appelait Le droit de tuer, ou c'était évidemment plus sexy que La Dentelière, quoi. Dans les vidéoclubs, on faisait des rencontres, on essayait de se faire connaître du propriétaire du vidéoclub pour qu'il mette de côté des films quand ils arrivaient. Par exemple, il y avait les annonces des films qui allaient bientôt sortir. Puis comme on était parfois assez régulier, on venait toutes les semaines, d'un seul coup ça créait une connivence. Je suis devenu pote avec un gérant aussi, donc ça c'était bien parce qu'il me permettait de louer tout ce que je voulais. Un mec super cool, très cinéphile, il m'a fait découvrir Phantom of the Paradise par exemple. Bon, ça c'est grâce à lui. Ce qui sortait énormément, c'était les Dirty Harry chez Warner avec Clint Eastwood. Oh! Donc tu disais Clint Eastwood, c'était connu. Donc il prenait Clint Eastwood, il savait qui c'était. Il prenait Belmondo, il savait qui c'était. Il prenait Delon, il prenait ou les films qui étaient sortis quelques mois auparavant en salle, qui avaient cartonné. Il savait plus ou moins ce que c'était. Par contre, des fois, une fois qu'ils avaient vu tout ça,
Il disait, vous n'auriez pas un bon petit polar à me conseiller? On avait sympathisé avec le patron du vidéoclub, évidemment, on louait des films presque tous les soirs. Donc il nous mettait de côté les nouveautés, des films qui ne sortaient pas forcément en salle. C'était une belle occasion de découvrir ça, mais aussi des classiques et des films qui sortaient en salle et qu'on n'avait pas eu le temps de voir. C'était aussi tout d'un coup la possibilité d'avoir accès à des films auxquels on n'avait pas accès. Des films qui étaient difficiles à voir. Alors surtout en plus quand on est un cinéphile de province. Verdun-sur-le-Doubs, 1280 habitants exactement, et un bureau de tabac, papeterie, bijouterie, jouets, maroquinerie et un vidéoclub depuis mars, le tout dans la même boutique. Plus de 1200 habitants, mais en fait le magasin couvre les besoins des communes alentours, soit 7000 personnes. Il y a 8 mois, le propriétaire démarre avec 100 cassettes à un minimum, mais un bel investissement coûte 700 francs pièce. Très vite, les films tournent, les clients, les gendarmes, les pompiers, les jeunes et même le curé. Pour la province, pour les petites villes ou pour la campagne, quand il y avait un vidéoclub qui proposait des films, ça devait être un gros avantage pour des gens qui n'avaient que 3 chaînes à se mettre sous la dent et très peu de cinéma en fait. C'était vraiment des lieux d'échange passionnants, amusants aussi, enfin plein de choses. L'excitation de la découverte, c'était un peu des cavernes magiques pour nous, quoi. Puis les VHS, c'était des petits trésors, quoi. Voilà. On était pressés de voir les films, mais en même temps, non. Le temps qu'on les voit, on en parlait entre nous, on fantasmait dessus. Enfin voilà, quoi. Il y avait, on se faisait tout un cinéma dans notre tête. Mais j'ai un souvenir net d'aller dans un vidéoclub et de se dire, il y a peut-être des nouveautés aujourd'hui. Et on rentrait et il y avait un étalage avec, je sais pas moi, 15 nouveautés. Moi, je me souviens avoir loué Outland de Peter Yams avec Sean Connery. J'étais fou de joie. On louait vraiment des films d'action, quoi, parce qu'on était, on était des garçons, quoi. On était une bande de lycéens un peu fou de cinéma d'action, de cinéma américain. Quand j'allais en vidéoclub, je marchais un petit peu déjà au feeling. Déjà, il fallait voir que les cassettes, il fallait prendre ce qu'il y avait. Donc certaines étaient déjà parties, on s'en faisait mettre de côté, donc j'étais assez curieuse. En fait, j'ai toujours été curieuse et je le suis restée. Et voilà, la jaquette était importante, le titre était important. Il y avait des titres qu'on connaissait, puis des fois on se laissait prendre parce que la jaquette était marrante. Puis qu'avec ça, et ça a permis de se créer une cinéphilie assez éclectique en fait. Très rapidement, comme on voyait qu'il y avait une demande de plus en plus forte, on s'est dit il faut qu'on trouve du matériel, quoi. Il faut trouver des choses à louer et éventuellement à vendre. Donc on est allé au film market de Los Angeles. On tombe sur 2 types qui étaient en train d'essayer de vendre des films, 2 Américains qui disaient voilà, vous voulez venir voir notre film, on a juste un quart d'heure. Il y avait personne ne voulait aller les voir, et parce que le film n'était pas fini, c'était juste un quart d'heure. Et comme on n'avait rien à faire, on a dit oui, donc on y est allé, et c'était Rambo. Et on l'a signé tout de suite sur un quart d'heure de film. Et là, on en a fourgué je sais plus combien de milliers. Sylvester Stallone. This time, he's fighting for his life. First Blood. Il était culturel à la maison de regarder plutôt des films d'action. Des films, je sais pas, les films de Bruce Lee, les films de Van Damme. Moi, parmi mes tout premiers souvenirs de location, c'est des Van Damme, des Dolph Lundgren, des Michael Dudikoff, le Ninja Blanc. Dans les images qui m'ont marqué de toute cette culture-là qui m'a formée quand j'étais petite, je sais pas moi, c'est Jean-Claude Van Damme qui met ses poings dans le verre pilé pour aller combattre. C'était pas des films familiaux, pas du tout. Mais moi, en fait, ça l'est devenu pour moi. Parce que c'est vraiment des films qu'on regardait en famille. Je ne regardais pas la même chose que les films de mon âge, ça c'est vrai. Non seulement il y avait un public énorme, mais il y avait également des stars du vidéoclub. Faut pas oublier qu'un Jackie Chan, ces films ne sortaient pas en salle pour la plupart. Si Jackie Chan est ce qu'il est aujourd'hui, une légende, c'est parce que ce public populaire l'a régulièrement eu dans son foyer en fait. Les succès de vidéoclub sont parfois des succès absolument énormes et qui souvent contredisaient la sortie salle aussi. Ça aussi c'est important. Il est évident que Chuck Norris fait clairement plus de business en VHS qu'il n'en fait concrètement en salle.
until now. Chuck Norris, missing in action. C'était difficile de trouver des films d'auteur. Heureusement, il y a eu des gens comme Jean-François Davy qui distribuaient un peu de tout. Il avait les films de ma vie, Fil à film. Alors lui, il a commencé à distribuer les Palmes d'Or de Cannes, les films comme Taxi Driver. Il a commencé à distribuer les films de Truffaut, de Lelouch. Mon but, c'était surtout de faire connaître toutes sortes de cinéma, toutes sortes de cinéastes, et pas forcément les best-sellers. Après le cinéma, c'est la vidéo. Et la vidéo, pourquoi ? Pour que les gens revoient chez eux les films qu'ils ont aimés. Comme des milliers de cinéphiles, Claude Berry avait envie de revoir chez lui les films de Truffaut. Il a acheté les droits des films et créé une collection de vidéocassettes qu'il a baptisée évidemment les films de ma vie. Comme le dit Truffaut, revoir un film en vidéo, c'est en avoir une connaissance plus intime. C'est la collection dont je suis le plus fier parce que d'abord elle est connue. Je sais qu'il y a beaucoup de cinéphiles, de jeunes qui ont fait leur culture cinématographique avec cette collection. Et puis les réalisateurs voulaient rentrer dans la collection. Alain Resnais ou Claude Sautet me disaient: je rêve d'avoir tous mes films regroupés dans votre collection, ce qui était c'était un bonheur formidable, quoi. Ces jeunes qui ont découvert tout d'un coup le grand cinéma classique, ils avaient déjà le cinéma d'exploitation en eux. Donc ce sont eux aussi qui ont un petit peu, je pense, brisé les hiérarchies, qui ont fait, quand dans les années 90, on a mis au même plan quasiment, je sais pas moi, Ozu et Hideo Gosha, quoi. Donc une cinéphilie peut-être totale, un amour en tout cas inconsidéré pour le cinéma dans son ensemble. J'aimais aussi bien un film de Lubitsch qu'un film de John Carpenter, que 10 minutes d'un film de Romero, que un film de Sternberg admirable comme Fief sur Manhattan. Je me construisais aussi mon film personnel à partir des morceaux des films des autres. Et je me disais, voilà, est-ce que je pourrais un jour faire des films où cohabiteront tous ces espaces de cinéphilie qui sont pourtant très très contradictoires et différents. Parfois, on avait des vidéoclubs qui ressemblaient tout simplement à leur propriétaire. Avec, il faut pas non plus oublier là-dedans qu'on a eu de vrais cinéphiles compte tenu du vidéoclub. Alors aujourd'hui, on parle de Tarantino parce qu'il a fait des films, mais moi, des Tarantino, j'en ai connu plein à Paris. Des gars qui donnaient l'impression d'avoir littéralement vu l'intégralité de leur rayon. Il y avait aussi dans le 15e arrondissement Palace Vidéo, qui était le plus grand référencement de vidéocassettes. Je crois qu'il avait commandé presque tout ce qui était sorti depuis le début de la VHS. Et c'était une véritable caverne d'Alibaba, ce truc-là. Moi, c'est comme ça que j'ai pu découvrir mes premiers John Woo, qui étaient sortis de façon très timide, que j'avais pas vu passer. Et donc, le jour où j'ai entendu parler de ce réalisateur, je me suis précipité et j'ai pu tomber sur le Syndicat du crime qui était disponible. Mais il y avait des tas d'autres choses incroyables qu'on trouvait nulle part ailleurs. Palace Vidéo n'existe plus et seule une poignée de vidéoclubs survivent en France. Le plus grand se trouve à Paris, c'est JM Vidéo qui revendique plus de 50 000 films, dont quantité de VHS remisés dans un local à proximité du magasin. Alors le vidéoclub, il a ouvert en 1982. À l'époque, tous les vidéoclubs faisaient dans le blockbuster, les gros films, les films événements, les comédies populaires françaises. Nous, on s'est rapidement démarqué en se spécialisant dans le drame, le film d'auteur, la rareté, les films rares, et notamment se spécialisant aussi dans les VHS en version originale, avec ou sans sous-titres français. C'est-à-dire qu'on importait des VHS de pays étrangers et on les proposait à la location. Et comme ça, les clients pouvaient louer des films qu'ils ne pouvaient voir nulle part ailleurs. Et ça leur permettait aussi de découvrir des films qui étaient sortis en salle tout récemment. C'est un local où on va stocker toutes les VHS qu'on a récupérées à droite à gauche, d'anciennes VHS du vidéoclub, des VHS que des clients nous ont données. Et donc ça fait du coup un paquet de films. Tout ça, c'est des VHS. Il y en a 6000, 7000, peut-être plus. Bon, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse un grand tri. Par exemple, Pulsion Mortelle, je suis même pas sûr que ce soit sorti en DVD. C'est ce qu'on appelle les DTV, en fait, c'est les direct to vidéo. Et c'était vraiment des productions pour les vidéoclubs, pour la vidéo. Bon, c'est l'équivalent de téléfilms. Et c'est des films qui, pour la plupart, ne sont pas sortis en DVD ni en Blu-ray et qui sont difficiles à trouver. Et ça marchait plutôt bien dans les vidéoclubs, d'ailleurs. C'était rentable, en fait, pour ceux qui produisaient ces films. Aujourd'hui, il y a encore un marché de la VHS, mais c'est plus réservé aux cinéphiles, aux collectionneurs. Voilà, c'était un objet. Le film était vraiment un objet. On pouvait tenir le film dans ses mains.
Et c'est ce qui fait aussi que on a encore, nous, de la clientèle au vidéoclub. C'est que les gens viennent pour... déjà, il y a le contact humain, il y a la discussion, on peut débattre, discuter d'un film, je peux conseiller. Et il y a les films vraiment qui existent physiquement. On a des clients qui sont prêts à mettre une centaine d'euros juste pour avoir un film en VHS, un film en particulier, un film très rare. Moi, je dirais que la cinéphilie, c'est un état d'esprit de collectionneur. C'est-à-dire que c'est pas au nombre, c'est pas parce que j'ai vu 1000 films par an que je suis cinéphile. J'étais cinéphile parce que si j'avais raté un John Huston, ou un Hitchcock, ou un Cayano, je tenais à le voir par tous les moyens. C'est ça la cinéphilie pour moi. Et c'est vrai que la VHS a certainement, au fur et à mesure, après quelques années, commencé à combler les envies des gens très cinéphiles, qui avaient vu énormément de films, mais à qui il restait quelques classiques ou quelques films comme ça qui étaient cultes et qu'on tenait absolument à voir. Et la VHS, de ce point de vue-là, a été essentielle. On se construit aussi des obsessions personnelles. Moi, dans mon cas, c'était le film noir américain. Ça m'obsédait depuis assez longtemps, et j'essayais de tout avoir, et d'après noter lequel j'avais pas encore vu, lequel j'avais déjà vu, lequel il fallait que je voie absolument, lequel j'avais toujours pas réussi à trouver, et ça me permettait aussi de construire un imaginaire personnel et un imaginaire visuel personnel, parce que je revoyais souvent des séquences de films qui m'obsédaient, des moments de cinéma qui m'obsédaient, et ça a sans doute aussi construit mon envie de cinéma. J'avais comme ça quelques films en tête, et j'étais très excité à l'idée de les avoir comme les livres que j'aime chez moi à disposition, pouvant les revoir tant que je veux. C'est un des aspects cruciaux, enfin de la VHS en fait. C'est ça. Avoir tout d'un coup le film c'était comme un disque ou un livre, on pouvait l'avoir chez soi dans sa bibliothèque. Il y avait le plaisir effectivement de se constituer une collection. Si on était fan d'Hitchcock, on avait tous les films d'Hitchcock, c'était magique. Je trouvais que la vidéo, c'était un moyen formidable de collectionner les films, de les faire connaître. Ça devenait, enfin, dans mon esprit, une cinémathèque un peu à la portée des gens. Et pour reprendre une phrase de Truffaut, on pouvait avoir un film de chevet, quoi, et revoir les films qu'on préférait. Et donc, moi, ça a été une école incroyable, la vidéo, de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, très vite, j'ai eu mes 10-15 films de chevet, et la VHS me permettait de les étudier, de les regarder, de revoir toujours la même séquence de tel ou tel film. On cherchait, quelquefois, on faisait recherche visuelle avant, en regardant les images défiler sous nos yeux, avec les barres comme ça qui s'affichaient sur l'écran. Ça faisait ce bruit-là. Et hop, vous aviez la scène quand vous vouliez. Génial. Pouvoir faire accélérer, reculer, avance rapide, retour rapide, pour vérifier quelque chose, pour voir comment il a fait un montage. Enfin, ça a vraiment révolutionné, je pense, aussi la cinéphilie, hein, quelque part. C'était la possibilité de revoir à l'infini, jusqu'à user la cassette. Je me souviens de ma première cassette de Phantom of the Paradise. Elle était usée jusqu'à la trame, tellement j'ai regardé le film. Nous, on se disait, grâce au vidéoclub, on a l'occasion de se faire nos propres programmes. Et donc, pour nous, c'était comme des mini-festivals, en fait. On invitait plusieurs potes à la maison. Ça pouvait durer la soirée entière. Ouais, faut enchaîner 5 ou 6 films. Voilà. Donc, on fermait les volets. Pour faire un peu genre salle de cinéma. On allumait une lampe pour pas faire tomber ce qu'on prenait à manger ou à boire. Il y avait la notion de silence absolu. C'est-à-dire que c'était pas la fête, hein. C'était pas comme le festival du Fantastique au Grand Rex, quoi. Si vous venez voir le film, c'est silence absolu. Comme dans une salle de cinéma, finalement. Je pense qu'on invite beaucoup de copains au début parce que tout le monde n'a pas de lecteur, tout le monde ne loue pas des films dans les vidéoclubs, etc. Puis il est possible qu'au bout d'un moment, la consommation d'un film sur cassette vidéo soit devenue plus solitaire. Et puis il faut se souvenir qu'on a vu ces films parfois dans des conditions qui étaient absolument pas fidèles à ce qu'ils étaient. C'est-à-dire que, par exemple, quand on louait des cassettes, on se rendait compte après coup que les films avaient été ce qu'on appelle à l'époque pan and scanné, c'est-à-dire qu'ils avaient été recadrés par une machine électronique pour rentrer dans les écrans de l'époque qui étaient même pas des carrés, qui étaient des espèces d'ovales un peu imparfaits, qui ressemblaient à des carrés arrondis, quoi. Il y a énormément de films qui, à partir des années 50, étaient tournés en cinémascope, c'est-à-dire rectangulaire. Et en fait, il y avait deux possibilités. C'est-à-dire, quand vous le passez à la télé, soit vous gardez le rectangle et vous avez des bandes noires en haut et en bas, soit vous zoomez dans l'image et en fait,
pour arriver à un carré. Donc du coup, il y a énormément d'images à droite et à gauche qui disparaissent. Même si on prend des westerns, en fait, la plupart du temps, des fois, il y avait des gens qui parlaient, mais on ne sait pas d'où ils étaient parce qu'ils n'étaient pas dans le cadre. Le duel de Silverado, par exemple, à la fin, vous ne pouvez pas savoir qui c'est qui tombe. Voilà, vous entendez 2 coups de feu, en fait, et en fait, on ne voit pas qui tombe. Où il est devenu tout à fait normal de découvrir un film en petit écran. C'est-à-dire, c'est la réduction de l'écran, quand même. C'est-à-dire que, voilà, pendant très longtemps, le cinéma, c'était du grand écran, quoi. Et puis d'un coup, l'idée de le voir sur grand écran ou sur petit écran est devenue à peu près équivalente. La salle de cinéma, auparavant, même dans les salles de quartier les plus moisies, avait quand même l'aspect d'un temple, Donc on était dans l'obscurité, tous en train de regarder dans la même direction. Avec la VHS, on pouvait un peu faire ce qu'on voulait. Et quand je voyais certains films chez des copains, la mère était en train de passer l'aspirateur juste à côté de nous. Donc ça désacralisait par essence le film, quoi. On n'a pas vu à l'époque à quel point il y avait un côté peut-être négatif dans cette affaire, qui était que la VHS et le vidéoclub, c'est le début ou le retour du film comme produit. C'est-à-dire que la salle, il y avait quelque chose quand même d'un peu sacré, j'ai envie de dire, dans le rituel d'y aller, dans cette rareté des films, il y avait quelque chose comme ça de l'ordre du sacré. La VHS, ça a été le début du film comme produit consommation courante. Des produits jusqu'aux plus incongrus inondent alors le marché. Solution idéale, la cassette feu de cheminée. Ambiance garantie pendant 1 heure, avec tous les avantages d'un bon feu, mais sans la corvée de bois. Ambiance humide garantie avec l'aquarium, ou idéal pour les fêtes de fin d'année, la crèche de Noël. Il arrivait qu'on se fasse des soirées avec des films un peu bizarres, un peu rares, un peu marrants aussi. C'est aussi la vidéo a été un des médiums de prédilection du nanar aussi, du film hilarant parce que raté. Et donc il y a eu aussi ces moments-là. Alors la cassette la plus bizarre, c'est un sosie de Saddam Hussein qui est un savant fou, qui invente une race de poulets géants pour soigner la faim dans le monde. Mais le poulet s'échappe et il y a une horde de zombies à la Michael Jackson qui arrive. Ouais, c'est vraiment le film. Bon, je parle pas couramment l'arabe, donc j'ai pas vraiment compris toutes les subtilités. Moi, j'ai souvenir d'une cassette de Mad Max Pirate qui était une grandiose, qui avait dû être filmée quelque part dans un pays arabe. Donc, c'était filmé dans la salle. Au bout d'un moment, quelqu'un se prenait les pieds dans la caméra. Donc, ça se cassait la figure. On entendait jurer en arabe, puis hop, on mettait, ça refaisait le point, et hop, le film repartait. Je regrette de l'avoir perdu, cette cassette, parce que c'était vraiment quelque chose de complètement folklorique. J'aime bien justement les cassettes avec des jaquettes improbables, où on sent qu'on veut tromper le client, en fait. Alors c'est vrai que j'ai des VHS, par exemple, j'ai Top Gun, mais c'est Top Gun, et puis écrit un petit sacrifice. En fait, c'est pas le bon Top Gun, en fait. Mais il fallait bien voir qu'il y avait écrit Sacrifice, écrit en tout petit, et qui est un film d'avion, mais qui n'a rien à voir avec, qui est très lointainement lié à la Top Gun, quoi. Au milieu des années 80, apparaissent les premiers distributeurs automatiques de vidéos. Conçus sur le modèle des distributeurs de billets, ils permettent à la clientèle de louer des films 24 heures sur 24, en toute discrétion, et notamment des films pornographiques. En 1974, année d'Emmanuel, sur 520 films sortis dans les salles, 128 sont des films érotiques, voire pornographiques, soit 1 sur 4. Devant ce déferlement, le gouvernement promulgue la fameuse loi X, une loi qui taxe fortement le cinéma pornographique et cantonne les films à un circuit réservé, ce dont va bénéficier la VHS. Le porno à l'époque, dans les années 60-70, il avait une forte affluence, ou des films érotiques comme Emmanuel, Histoire d'eau, des choses comme ça. Ou des films plus trash plus hard comme Gorge profonde, tout ça, ça a attiré les foules. Que le porno a commencé à exister dans les salles, d'abord. Le porno a explosé dans les salles avant d'être réfréné par la censure pour ne pas envahir toutes les salles et devenir donc le marché du X. Et effectivement, la VHS a été un relais extraordinaire pour le film pornographique. Sans la VHS, le film pornographique serait mort. Le cinéma porno, qui était une image publique, en fait, on sortait, on allait voir le film dans une salle, entouré d'inconnus, et tout d'un coup, ça devient une image privée, donc on consomme chez soi. Dans une salle porno, alors parfois il se passait des choses, mais on est plutôt isolé, c'est des gens isolés, seuls, pas un bruit, des gens un peu gênés, qui regardent un film, et puis qui s'en vont. Tandis que, chez soi, le porno peut être un instrument de stimulation
d'exploitation sexuelle. Le vidéoclub a permis à toute une clientèle de province de rentrer sous les yeux de leurs concitoyens dans un vidéoclub et non pas dans un sex shop, qui était toujours d'ailleurs des endroits très discrets en province, les sex shops. Il fallait assumer de rentrer dans un sex shop, comme il fallait assumer de rentrer dans une salle X pour voir un film porno en province. C'était pas évident, c'était pas donné à tout le monde. Dans tous les vidéoclubs parisiens, ou même en province, je suppose, il y avait un département pornographique. On entrait dans les vidéoclubs, on avait 2 personnes qui regardaient les VHS. On entrait au fond, dans la partie réservée aux films pornographiques, il y avait 20 personnes. Là, le vidéoclub, c'était je rentre, je prends les Aristochats, un film d'action, un mélodrame et un porno. Enfin, je veux dire, ça a permis quand même, ça aussi, ça a permis d'ouvrir ce marché à des gens qui pouvaient y accéder beaucoup plus facilement. Mais porno, on me demandait de temps en temps, tu vois, mais ils me demandaient, ça c'est bien, et ça c'est bien. J'ai dit oui, c'est bien, très bien. Chut. Dans la France des années 80, des petits commerces s'improvisent en vidéoclub où les gens viennent louer à l'occasion des cassettes classées X. Le film, il était bien? J'ai bien aimé, ouais. Tiens, on va voir dessus là. Je passerai une bonne nuit. Je vais regarder ça. Allez, au revoir, merci. Ici, les gens viennent boire un coup, me louent une cassette, des fois X, des fois c'est un film d'aventure. Quand c'est un X, j'ai constaté quand même que la cassette n'était pas vue entièrement. Elle est débobinée qu'à moitié, ce qui prouve bien que quand même les gens s'en lassent très facilement. J'en regarde de temps en temps, et bien ma foi, si on a une bonne fille à côté, c'est plus marrant que de la regarder avec mon chien. Hein. On sait comment ça commence et on sait jamais comment ça finit. Putain, on sait comment ça finit. Ben non, parce que des fois, ils font l'amour à 2, 3, et à la fin, ils se retrouvent à 4, 5, 6. Hein. Il y a toujours une porte qui s'ouvre ou un placard et il en sort toujours. Hein. C'est l'histoire d'une cassette pornographique qui s'est coincée dans le magnétoscope. Et là, c'était au moment où les parents revenaient. C'était revenu plus tôt, quoi. Et là, la cassette, elle était bloquée, tout ça. Donc nous, en panique, on a dû la débloquer d'urgence, mais ça a été galère. Moi, j'avais pas honte d'aller louer un porno, comme j'avais pas honte d'aller louer un film fantastique, comme j'avais pas honte d'aller louer un gros film intello. La première fois que j'ai vu des images pornographiques, c'était un copain d'école qui avait loué ça pendant sa surprise party pour embêter les filles, en fait. Hein. Tout le monde était très gêné, tous les garçons et les filles passaient devant la télévision en faisant semblant de pas regarder ce qui se passait dessus. Mais oui, ça a été le premier contact avec beaucoup de choses interdites. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'éditions spécialisées dans les marchés de niche. Bon, sadomaso, ou alors ça peut être aussi zoophilie, etc. Mais là, il y a eu un hall là assez rapidement. Hein. Tout n'a pas été permis non plus. Hein. Faut pas croire que c'était la grande liberté quand même. Au-delà des films pornographiques, d'autres films sont classés X pour violence ou interdits aux moins de 18 ans et de ce fait réservés à l'exploitation vidéo. C'est sur ce créneau que se positionne notamment l'éditeur René Château. Ça a commencé, en tout cas pour le goût qui me concerne, avec les premières VHS qui étaient cette fameuse collection de René Château, les films que vous n'aurez jamais à la télévision, où il y avait Masque et Tronçonneuse, Zombie, des films qui étaient mythiques mais totalement invisibles sur le territoire français. C'est ça, ouais, c'était même l'argument, les films que vous n'aurez jamais à la télé. Bon, après, on a pu les voir à la télé, mais pas plus tard, quoi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, bon, voilà, c'était vendu comme ça, et c'était le cas, quoi. Donc la découverte du gore s'est faite par la VHS. Et je dois avouer que c'est vrai que la première fois qu'on a vu le final de Zombie, le silence avait beau être absolu, un immense éclat de rire s'est emparé des 4-5 qui étaient là pour la première projection, et c'était ces éclats de rire et c'était systématique. Parce que c'était énorme, parce qu'on n'avait jamais vu ça, parce que ça nous choquait tellement que on a répondu par un fou rire. Zombie, une sélection René Château. Mise en scène par Georges Romero, le metteur en scène du classique de l'épouvante, La Nuit des Morts Vivants. L'horreur a été vraiment... Moi, je pense que c'est vraiment ce qui a fait exploser le marché. C'était vraiment ce que les gens voulaient. Vraiment, plus que tout le reste. Ah oui, d'ailleurs, quand je regarde maintenant avec le recul le catalogue, c'était à 90%, c'était des films d'horreur. Il y a eu tout, La Nuit des Morts Vivants, enfin tous ces films... qui étaient des gros succès déjà aux États-Unis, mais qu'en France, on ne verrait jamais à la télé. Night. Of the living dead. Parfois, il y avait aussi
la mauvaise surprise, enfin, de tomber sur un film qui était beaucoup plus violent que ce qu'on aurait imaginé. Donc c'est le cas d'un film comme Schizophrénia, qui a pas pu sortir en salle mais qui était disponible en vidéo. Et beaucoup de gens sont tombés presque par hasard là, sur ce film qui est très éprouvant, quoi. Je les ai vus physiquement, je me souviens très bien du visuel des cassettes, des dessins, de cette promesse de choc, de violence, de frissons, etc. Là, justement, c'était vraiment une zone interdite, quoi. Elles étaient rassemblées, ces cassettes, dans une partie du vidéoclub où des gens de notre âge n'avaient pas vraiment accès, quoi. Voilà, ils demandaient pas notre carte d'identité. C'est interdit aux moins de 18 ans. Bon, bah, nous, on a 14 ans. Eh ben, c'est pas grave. Justement, on va voir ce que ça donne. Et ben, des fois, souvent, on était choqués. Massacre à tronçonneuse, voilà, c'est un souvenir très éprouvant, mais en même temps, c'était l'épreuve que je venais chercher. Je sais que les gens avec qui j'étais étaient pas bien parce que ils espéraient un film extrêmement sanguinolent, là où moi, je voulais être bousculé au fond, parce que bon, après, on s'expose pas tous de la même façon au film. Il y a des gens qui veulent être aspergés d'hémoglobine et des gens qui vont voir les films d'horreur pour se sentir mal. Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse, oui, c'était et en plus une VHS bien dégueulasse, donc ça donnait encore plus de saleté à l'ensemble. Pour certaines personnes, je pense, l'émotion la plus forte qu'ils peuvent avoir en regardant Massacre à la tronçonneuse, c'est ce support-là. La scène qui m'a le plus marqué, c'est la scène de repas familial, oui, bien sûr, qui est pour moi le pic émotionnel du film dans une dégueulasserie absolument crédible. Je sais pas pourquoi, il y a une forme d'illustration de peut-être du cauchemar familial qu'on vit tous les dimanches. Je me souviens qu'une des premières cassettes que j'avais louées, c'était Les Trois Visages de la Peur de Mario Bava. C'est un film que je voulais voir, je fantasmais dessus. Et c'est un film impossible à voir à l'époque, en tout cas là où j'étais, aucune salle ne le passait. Et c'est sorti en cassette, et je me souviens avoir loué la cassette. Je me souviens qu'en plus, la cassette était défectueuse, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça marchait plus. Et donc, j'avais à un moment là compris qu'il fallait la refroidir. Et donc, je mettais toutes les 10 minutes la cassette au réfrigérateur pour voir la suite du film de Mario Bava. Et je m'énervais, je fulminais comme ça sur mon canapé. Je pense qu'il y a des cinéastes qui ont été sauvés par la VHS. Mario Bava, par exemple, qui est aujourd'hui un cinéaste adoré de tous, était un cinéaste finalement très ignoré, très obscur, y compris en Italie, dans les années 60-70. À part Le Masque du Démon, qui était son grand classique, je pense que les autres films de Mario Bava n'allaient pas rester. Au même titre que Mario Bava, des cinéastes comme Dario Argento, Lucio Fulci, Wes Craven, John Carpenter, voire même le jeune James Cameron, doivent une grande partie de leur notoriété au fait d'avoir été découverts en vidéoclub. Alors en film d'horreur, on voyait à peu près tout ce qui nous passait à portée. C'était vraiment, voilà, on allait au rayon horreur et je pense qu'on s'est tout tapé, du plus nanardissime au meilleur. Je me rappelle, on était tous sur le canapé et suivant la qualité du film d'horreur, le canapé reculait. Je sautais en l'air. Moi, c'est Evil Dead qui m'a vraiment marqué. C'était rigolo, on sentait le film de gens qui avaient envie de s'éclater. Le cinéma d'horreur, effectivement, a clairement bénéficié de cette culture du vidéoclub et parfois c'était très douteux. Hein. Moi, j'entendais des gens qui demandaient des trucs aux tenanciers du vidéoclub. Enfin, il y en a qui étaient motivés vraiment par le pire, on va dire. Là où d'autres venaient voir de la fiction, mais on avait des demandes très très cheloues parfois dans les vidéoclubs. Je me souviens une fois, il y avait un bouffe. Ah, t'as pas un bon petit truc là, bien sanglant là. On venait de recevoir, on avait Maniac. Et je lui dis, ça c'est pour vous.
Il prend, c'est quoi ça, Maniac, machin, etc. Et il loue Maniac, il revient le lendemain, et il dit, c'est génial, etc. Et moi, je vais faire comme Maniac, moi. Et il se trouve qu'il avait un fusil de chasse avec lui, c'est un chasseur. Et il commence à faire, avec 2 balles, comme ça, il fait, moi je suis Maniac, et il sort le truc, avec son flingue, il sort ça d'où? Parce qu'à un moment, il y a une séquence dans Maniac où, il y a Joe Spinell, ou sa doublure, qui saute sur le capot d'une voiture et qui tire sur le conducteur. Ça a clairement démultiplié le nombre de starbés qui ne vivent que par le film bizarre, le film inclassable, le film provoquant, etc. Je pense pas que les snuffs soient un mythe, hélas. Par contre, je pense pas qu'ils ont circulé autant qu'on voudrait bien le croire. Il y a eu une rumeur à la fin des années 70. Avec l'apparition des vidéoclubs, cette rumeur s'est propagée dans les vidéoclubs. Si ces films existent, on doit pouvoir les trouver. Et des petits malins en ont profité pour faire du business autour. I can't understand the reason for such cruelty. Cannibal Holocaust, c'est un faux film, c'est pas tout à fait pareil. Mais les scènes de torture animale dans les films de cannibales italiens, je ferme pas les yeux, parce que bon, normalement j'ai passé l'âge de fermer les yeux, mais ça me choque. Cannibal Holocaust a été vendu comme un snuff, pratiquement, a eu des procès en Italie à cause des meurtres d'animaux filmés, mais il a été annoncé en France avec 8 pages dans photos où il parlait du tournage, il mettait des photos ultra gore et en lisant rapidement, on pouvait croire que ça avait été filmé. Le problème du snuff a été apporté par des campagnes orchestrées. Non, ça a été vraiment évident, ce côté-là, dans une série qui s'appelait Face à la mort, qui était à la fois constituée de véritables images d'archives d'accidents mortels et de scènes recréé avec des comédiens où on faisait croire que c'était du vrai, quoi, exécution publique, ce genre de choses là. If you have never thought about death, it's time you started thinking. Faces of Death. Now a major motion picture. À l'époque, je savais que c'était un peu bidonné, les trucs genre Face à la mort, tout ça. Ça cartonnait, ça, dans les vidéoclubs, mais bon, c'était quand même assez particulier, quoi. Des faux snuffs. Mais ça, justement, les gens louaient ça, je pense, c'était parce que ils voulaient se faire peur. Enfin, ouais, ces gars-là, il y avait une volonté transgressive. Ouais. Mais Face à la mort, c'était pas des films de VHS. Hein. Au départ, c'était des films qui passaient au marché du film de Cannes, des films de salle, en fait. Dans les pays où ils sont sortis, ils sont peut-être passés en salle, mais il est évident que la série Face à la mort n'allait pas sortir en salle en France. Donc, c'est des films qui ont trouvé un débouché direct dans la VHS. Certains ont découvert que plus c'était mal filmé, et plus le public pourrait croire que c'était du vrai. Donc il y a eu une esthétique on va dire du fan footage, quoi, qui a commencé à se créer à cette époque-là, dans les années 80, autour de ce phénomène du faux snuff vidéo. Finalement, il y a beaucoup plus de cinéastes aujourd'hui qui se réclament du cinéma de genre des années 80 que de cinéastes qui se réclament. Je parle dans ceux qui font des films régulièrement, des films qui sont dans un circuit commercial, que de cinéastes qui se réclament de Schrob-Huyer ou même de Godard aujourd'hui. Ouais, il y a eu toute une vague de cinéastes français ou étrangers qui ont repris Tarantino aux USA, ou en France Christophe Gans, ou la jeune génération, il y en a d'autres, hein, Pascal Logier. Même maintenant, on peut dire même qu'on soit fan ou pas, Julia Ducournau aussi. Je pense que voilà, ça. Alors je sais pas si elle a connu les vidéoclubs, mais en tout cas c'est les films qu'on trouvait dans les vidéoclubs qui l'ont inspirée, elle aussi. La cinéphilie des années 80 a beaucoup compté, ne serait-ce que parce qu'on voit beaucoup de remakes de ces films, ne serait-ce que parce que beaucoup de réalisateurs sont issus de cette cinéphilie, beaucoup des réalisateurs actuels. Maintenant, la cinéphilie, elle évolue. C'est une bonne chose, elle évolue dans tous les sens, et ce qui est amusant, c'est que beaucoup de gens font découvrir à leurs enfants les films qu'ils ont aimés, les films de cette époque. Le cinéma, c'est de la transmission, et le support physique permet cette transmission de façon très simple, oui, et très facile. La VHS ne pouvait pas durer quand sont arrivés le DVD, puis le Blu-ray. Voilà, c'est tout simplement ça. Hein. Enfin, il n'y avait pas photo. Hein. Pour toute personne qui était suffisamment cinéphile pour souhaiter posséder un film ou le louer,
Les gens cherchent forcément le meilleur support et le meilleur rendu. C'est assez simple. C'est dans un temple de la VHS que nous avons rendez-vous maintenant. Derrière ces murs repose un trésor à rendre jaloux tous les mordus de la vidéocassette. Alors ici, vous êtes à la Bibliothèque nationale de France, qui opère le dépôt légal de la vidéo. Ce dépôt légal, il a été institué en 1975 et nous avons pour mission de collecter cette vidéo, de la conserver et de la mettre à disposition du public. Eh bien, nous avons une des plus grandes vidéothèques, je dirais, de VHS en Europe, peut-être même au monde, parce qu'on atteint à peu près les 124 000 VHS ici, donc conservés ici sur le site François Mitterrand de la Bibliothèque nationale de France. La collection de VHS est très hétéroclite. Elle recouvre évidemment tout ce que le public français a pu voir en termes d'édition commerciale, en termes de films, que ce soit des films français, donc des classiques du cinéma français, mais également des films importés et également aussi des films pornographiques, puisque la cassette VHS était l'un des véhicules de ce genre. Parfois, nous recevons par don ou par cession aussi des fonds d'anciens vidéoclubs. Donc vous avez là, par exemple, des collections diverses et variées de films, notamment des films d'horreur, alors des titres évocateurs, Fogg, vous avez Pulsion, Max, Freddy, d'autres classiques, comme par exemple les titres Blade Runner, JFK, Mad Max, Rocky, les Gremlins, voilà. Donc vous avez vraiment une panoplie très large de cette production, vraiment le reflet de la production commerciale qui a fait les beaux jours de la VHS. Avec l'apparition d'Internet à l'aube des années 2000, le streaming et la vidéo à la demande parachèvent la disparition de la VHS. Aujourd'hui, ce sont les plateformes qui mènent la danse. J'avais mes repères dans le magasin, j'ai pas mes repères sur Netflix ou sur Amazon ou sur Apple. Il y a trop de choix, je sais pas où m'orienter. Quand je vais chercher quelque chose, c'est parce que je sais que ça y est et donc je vais le chercher consciemment. Flâner, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué pour moi. Je ne flâne pas sur Netflix, sur Apple ou sur Amazon comme je flâne dans un vidéoclub ou comme je flânais dans un vidéoclub. Pour moi, c'est pas exactement la même démarche, même si il y a quelque chose d'extrêmement grisant à avoir tout dans sa télé. En fait, il y a un truc qui me fascine aujourd'hui, c'est que les gens ils râlent, par exemple, ils prennent Netflix ou Amazon, etc. Ils disent ouais, il y a rien à voir, puis c'est trop cher. Des fois, ils disent ouais, on va pas prendre Amazon et Netflix parce que les deux, ça coûte quand même 18 € les deux, quoi, ou 20 € les deux. Donc il faut choisir. Alors qu'à l'époque, tu louais disons 2 films par mois. C'était le prix d'un abonnement d'un mois à Netflix. Netflix, c'est rien d'autre qu'un gros vidéoclub de province. Dans le goût que ça propose. Et c'est vrai, Netflix, c'est très majoritairement du cinéma d'exploitation. Si vous tapez film d'horreur sur Netflix, vous allez avoir pléthore de films d'horreur. C'est pas tous très bons, faut bien le dire. Alors que si vous tapez cinéma d'auteur italien, il y a 10 films. Donc c'est une sorte de vidéoclub à domicile, de vidéoclub à l'ancienne, j'entends. Il y a rien de tel qui m'énerve aussi de voir les gens qui sont dans le métro, qui descendent les escaliers avec leur téléphone portable, et que ça me monte totalement. Ils regardent leur série en n'ayant pas stoppé, qu'ils vont se casser la gueule. Mais comment on peut apprécier ça? Voilà. Des pubs, des clips sont tournés en VHS. Il y a même des applications pour smartphone qui imitent l'esthétique de la cassette. La VHS connaîtrait-elle un retour de flamme ? L'éventuel retour culturel de la VHS, c'est-à-dire de son grain, une espèce de nostalgie du soyez sympa rembobiné, moi je la comprends pas. Cette image qui n'est pas belle, enfin qui est pleine de défauts, pleine de bruit, ça a été un outil formidable pour ma cinéphilie. Aujourd'hui, jamais de la vie je veux retrouver cette image-là. Pour moi, le format est vraiment obsolète, donc on va pas revivre le passé en disant c'était mieux avant, c'était pas mieux avant, c'était différent. C'était une époque très agréable, plaisante, révolue, et on passe à autre chose et tout va bien. Pour moi, c'était le monde de la VHS et des vidéoclubs, c'est vraiment quelque chose qui m'a soutenu moralement et qui m'a fait grandir artistiquement aussi, qui m'a fait rencontrer des gens, qui m'a fait évoluer. Donc pour moi, c'était essentiel de raconter les souvenirs liés à cette période, quoi. Moi, j'ai eu un jeune lecteur qui m'a dit, un ado, j'aimerais bien avoir une voiture pour remonter dans le passé, pour connaître cette époque. Oui. Ça l'a rendu nostalgique d'un truc qu'il n'a pas connu. C'est ça qui est
est marrant, quoi. Il serait pas improbable qu'il y ait un renouveau de la VHS comme il y a un renouveau du vinyle. Je veux dire que le vinyle, si les gens reviennent au vinyle, il y a toute une jeunesse, une nouvelle génération qui y arrive, mais il y a aussi une ancienne génération qui est ravie de réentendre, voire même les craquements du vinyle. Il y a un pan de la VHS qui est très intéressante parce que ce sont des films qui ont été édités et qui n'ont pas été réédités par la suite. Et cette cinématographie-là, c'est surtout le cinéma populaire en fait. C'est tous les films des années 50, 60, 70 aussi. Qui était le cinéma populaire des cinémas de quartier et je sais pas des mélodrames, des films d'action, des westerns, des films de pirates, des péplums. Il y a toujours cette idée que ça préserve, ça sauve des films. Il suffit qu'il y ait un intérêt du public et ça sauve des films. Donc la VHS a sauvé des films. Certains films qui n'ont pas été ensuite en DVD, qui ne sont jamais passés sur les plateformes et qui vont devenir des objets de collection. Il y a des films qui sont sortis probablement à une cinquantaine ou une centaine d'exemplaires, qui sont recherchés par une trentaine ou une quarantaine de gens en France, un peu plus à l'étranger, et qui se vendent jusqu'à 200, 250, 300 euros, parce que c'est le seul moyen de voir ce film. J'ai battu le record à l'époque de eBay France avec une cassette que j'ai vendue 453 euros. Qui s'appelait Baraka sur X13, qui était un obscur film d'espionnage franco-italien des années 60, et 2 personnes se sont battues sur eBay pour l'avoir. J'ai jamais compris pourquoi. L'intérêt de la VHS aussi, c'était qu'on pouvait offrir un film. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, on pouvait inviter quelqu'un au cinéma, quand le film passait, mais on ne pouvait pas offrir un film. C'est ce qui est en train de disparaître avec les plateformes. C'est pour ça que je pense que le support physique ne disparaîtra jamais. C'est un objet de culture qu'on peut se transmettre. Ça n'a pas de prix, ça, en fait.